merci pour ce bel exposé qui est en fait presque une méditation parce qu'il est beaucoup plus riche de questions et nous a ramené sans cesse à des interrogations nouvelles sans nous conduire trop vite à des réponses et même en nous laissant quelque peu sur notre faim quant aux réponses parce que même la conclusion qui reprenait la question de l'idolâtrie possible des nations et qui nous invite à distinguer le mauvais amour de la nation qui en ferait une idolâtrie comme l'idolâtrie est le mauvais amour de Dieu en quelque sorte. Et donc merci de nous avoir conduits à toutes ces questions. Mais maintenant, vous allez en subir d'autres. Et donc, je vous livre aux questions auxquelles, ce coup-ci, vous devrez répondre. Est-ce que, pour commencer doucement, est-ce qu'une manière de traduire le sens de votre propos, inspiré de Fessard, serait d'admettre franchement la légitimité du pluralisme des options chrétiennes en matière politique. C'est-à-dire, ce discernement spirituel, on peut avoir l'impression parfois que ça veut dire que si quelqu'un fait bien ce discernement, il va forcément arriver à une conclusion qui sera la conclusion chrétienne. Et ce que j'entends à travers le déploiement de nos attachements multiples, etc., c'est au fond d'arriver à fonder la légitimité d'un pluralisme dans certaines limites qui sont marquées par les principes, non c'est pas ça, d'un pluralisme auquel les chrétiens ont souvent du mal à se résoudre. Ils ont particulièrement du mal à penser qu'ils puissent être chrétiens, d'avoir une autre opinion qu'eux, enfin ce que vous avez dit au début, sur la construction européenne et l'immigration par exemple. Merci beaucoup. L'invitation vers les réponses de Jean-Noël à votre question me permet de préciser un point peut-être capital, c'est-à-dire qu'en un sens, ce qui peut paraître décevant, c'est une démarche qui attire à tel point l'attention sur la nature personnelle nécessaire à toutes les réponses. Mais ce ne veut pas dire, alors c'est là que je vois les liens, j'aurais pu en un sens livrer ce qu'il faut parvenir à faire, mes lectures de la situation de la France, de l'Europe, où l'Europe est difficile de la voir comme chrétienne, où je comprends l'inspiration chrétienne de l'Europe, des constructeurs de l'Europe. Mais après tout, comment on arrive à des conclusions aussi importantes que leur contenu, mais en même temps, je dirais qu'il ne faut pas donner à discernement un contenu trop faible. Le fait de dire, donc, de donner, ou alors à pluralisme, un contenu trompeur. Le fait de dire qu'il y a des équations personnelles dans l'espérance chrétienne du monde humain, et le fait de dire que c'est un discernement qui permet d'inscrire, on peut dire, la perspective chrétienne dans chaque temps, en un sens, pour parler un langage peut-être plus éclairant, n'a rien de relativiste. Prenons deux exemples. Sous l'occupation, prendre en considération un discernement personnel veut dire que si on était un homme de 65 ans avec 3 enfants ou un jeune de 21, la même position correcte à l'égard de l'espérance de la résistance pouvait se traduire différemment. Ça ne veut pas dire qu'il y avait, même si je ne veux pas entrer dans la question de Vichy et de comment certains chrétiens bien intentionnés avaient pu imaginer une réalité autre. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, l'exemple que je donne, considérer l'équation personnelle, c'est en quoi on inscrit, on peut dire, une réponse chrétienne, un oui ou un non, dans son temps, a une dimension personnelle dans la mesure où les conclusions qu'on en tire seront personnelles. Je répète, un enseignant devant des jeunes et un moine, ou alors les différentes situations personnelles données en traduction. C'est une manière de dire, le pluralisme, on peut l'entendre comme la manière, d'après sa équation personnelle, de traduire ce qu'il faudrait faire. Et d'autre part, on peut bien imaginer qu'un discernement, on doit espérer même, donc même on doit le présupposer, si on veut éviter, on peut dire, une conclusion que j'appelais relativiste, moi je pourrais dire inconcluante,
on peut bien espérer que le discernement chrétien dans chaque situation aurait sa réponse. On ne peut pas, pardonnez-moi, comme j'étais si impartial et discret, je suppose qu'il y ait, pour citer un cas qui travaille mon épouse ici présente, je suppose qu'il n'y a pas, que sous la fin de vie, qu'il faudrait parvenir à un discernement chrétien. Je suppose qu'on pourrait dire que telle dynamique ou telle orientation de l'Union européenne mérite un discernement chrétien qui serait chrétien. Donc, il ne faudrait pas, on peut dire, traduire dans un sens électoral et, on peut dire, facile, l'effort de discernement. Alors, c'est en ce sens, effectivement, que je plaide en faveur de la défense du mot discernement, sachant qu'il est si susceptible d'être traduit, d'être compris, comme on peut dire, l'affaiblissement du jugement. Le discernement serait l'autorisation à prendre moins au sérieux l'effort de parvenir à la bonne réponse que l'histoire nous invite à donner. Il me semble que le discernement, il faut l'entendre comme l'exigence supplémentaire du jugement, comme le fait de dire c'est précisément parce qu'il faut les traduire réellement qu'il faut ajouter peut-être cette démarche que j'ai signalée. En tout cas, voilà, pour résumer, je dirais que peut-être l'invitation que j'ai donnée à la suite de temps d'esprit et peut-être de l'examen des consciences chrétiennes tout court, c'est de reconnaître que la division traverse notre cœur, que le jugement est particulièrement éprouvant, mais non pas de dire qu'il faut alors que la bonne conclusion serait en somme d'accorder une sorte d'égalité de position, des réponses. J'espère que je vous ai répondu. Vous voyez ? Ça suscite d'autres, mais on va laisser les autres parler. Oui. Oui. Merci beaucoup de votre exposé, que je partage globalement, bien sûr. Mais j'ai été un peu gêné par l'idée, alors c'est peut-être que j'ai mal compris, mais que vous mettiez la vocation des nations, vous avez même, je crois, parlé de vocation spirituelle en citant Fessard, peut-être, un peu sur le même pied que la vocation personnelle. Or, je crois, pour ma part, que on peut justement mieux comprendre les choses en dissociant au contraire l'un et l'autre. C'est-à-dire que pour moi, les nations sont, comme toutes les communautés naturelles, des nécessités dues à notre imperfection. Vous avez cité Babel en passant. Pour moi, Babel est une très belle représentation justement de ce que Dieu nous dit de la nécessité des nations, des langues, de nos diversités, parce que nous sommes imparfaits, parce que nous sommes tombés dans l'imperfection par notre liberté. Et je crois qu'à partir de là, on ne peut pas mettre sur le même pied la vocation spirituelle qui est la vocation essentielle qui nous appartient, puisque en fait, vous l'avez tout à fait dit, nous sommes là pour travailler à notre salut, enfin notre vocation essentielle c'est de travailler à notre salut personnel, alors que les nations ne sont là que pour nous y aider, ce qui n'est pas du tout la même chose. Je vais donner un exemple. La propriété, que je crois très essentielle, je suis thomiste à cet égard, c'est un moyen essentiel, mais ça n'est qu'un moyen. Et les nations à cet égard sont des moyens en ce sens qu'elles ne sont pas éternelles, en ce sens qu'elles sont transitoires. Alors, ça ne veut pas dire que je ne suis pas, en quelque sorte, nationaliste, en faveur des nations. Je crois qu'elles sont essentielles. Mais la nation italienne, eh bien, elle a vécu au travers des villes et des principautés. Elle vit aujourd'hui autrement. À chaque étape, elle est un moyen essentiel, mais dans des étapes différentes. Ce qui montre bien la relativité par rapport à la vocation des personnes. Bien, merci beaucoup. Vous me donnez l'occasion de notre exposé. On a 1 heure, non? Donc, je ne sais pas si j'espère que vous aimerez la première partie de ma réponse. La même question m'était posée quand je présentais il y a un an un propos semblable sous l'idée de salut des nations et par Chantal de Sol. Je sais pas si on n'est pas tout à fait d'accord avec elle. Donc, c'est effectivement énigmatique, cette convergence. Et donc, c'est qui m'invite à préciser des parties que j'ai quand même laissées de côté, qui étaient dans les textes, qui sont quand même effectivement des aspects décisifs d'un sujet. Je dirais les choses aussi. Première réponse. Au niveau théorique, je le signale pour ceux qui voudraient
comprendre, en tout cas, l'arrière-plan de l'enjeu. Des démarches comme celle de Fessard, j'ai pris Fessard, mais vous avez vu que dans Jean-Paul II, Peggy, je crois que, au fond, Simone Weil pourrait dire des choses parfois semblables. Fessard rappelle un revenant mot grec, au fond. Il parle de l'analogie de l'âme et de la cité, au fond, qui était la thèse fondamentale de la philosophie grecque. Est-ce qu'on peut parler de la même manière des personnes et des personnalités morales, féministes? Non. Il commence par là. Il introduit l'enjeu en disant « Je suis au courant », et ceux qui connaissent la philosophie savent que pour Platon, au moment d'entamer dans la République la question « Qu'est-ce qu'est une âme juste ?» il dit « Commençons par la cité, la justice au niveau de la cité, parce qu'elle est écrite en gros caractères. La cité, c'est comme s'il était une sorte de miroir qui nous permet de mieux comprendre les enjeux de l'âme. » Donc, c'est la première réponse théorique, c'est-à-dire que Fessard explique bien pourquoi une analogie n'est pas une symétrie parfaite. Qu'on peut parler de la personne et de la communauté comme une analogie, ça ne veut pas dire qu'il y a une sorte de symétrie parfaite. Il le signale immédiatement, page 8-9 de l'introduction, pour dire qu'il est clair qu'il y a deux niveaux distincts. Mais distinct, ça ne veut pas dire séparé. Distinguer, voilà, vous connaissez la devise chrétienne. Et donc, première chose, c'est au niveau théorique, ça pourrait se discuter. Je sais des gens qui admirent autant que moi fait ça, qui ont des doutes sur l'analogie. Mais ça pourrait être abordé d'abord sous le fait de savoir ce que nous pouvons nous passer d'une considération de vie commune, comme si elles avaient, elles aussi, les communautés, des fins. Si vous prenez au sérieux ce que vous venez de dire, vous devriez dire la famille, c'est une somme d'individus. Oui, voilà. Ce n'est pas dit de la famille. Voilà, exactement. Donc, si on somme d'individus, vous pouvez dire quand même que c'est un corps, que c'est un groupe qu'il faut considérer en tant que tel. La question difficile devient, est-ce qu'on ne peut pas dire la même chose de la nation? Voilà. C'est le premier niveau. Deuxième niveau, je dirais effectivement que peut-être l'enjeu devient, et qui est l'enjeu qui ouvre au niveau théologique, catholicisme de Delubac, en quel sens le salut chrétien n'est pas individuel. C'est un enjeu capital. Alors, Delubac le déroule au niveau ecclésial en disant non, le salut chrétien est de la communion des saints. On fait ça, le déroule au niveau politique, ce qui pose un problème supplémentaire. Mais je pourrais vous dire ceci pour esquisser ma réponse. Mais si vous commencez par l'idée que nous serons sauvés au niveau personnel, parce qu'effectivement, le salut est personnel, mais par ce que nous avons fait de nos relations, vous comprenez que vous êtes obligé de considérer les relations elles-mêmes. Si nous serons sauvés comme un moyen de participer à notre comme un moyen. Mais si nous sommes sauvés personnellement, mais par ce que nous avons fait de nos relations, alors les saluts des peuples, le salus populi, les saluts de son mari, vous commencez à élargir les saluts personnels, alors on peut se demander, de qui suis-je responsable? Donc, en ce sens-là, par l'idée des saluts personnels bien comprise, je dirais, vous comprenez, je ne dis pas vous défendez, vous tranchez, mais vous comprenez que pour faire ça, la personne oblige précisément dans son salut même à considérer les communautés qui la constituent. Et la troisième chose que j'ai envie de dire, et je m'arrête là, c'est qui me frappe beaucoup de votre question, parce que, à mon avis, c'est l'enjeu capital. L'enjeu capital, c'était les saluts, bien sûr, mais c'est que fait ça, je l'ai dit, reprenez votre mot, quand il dit à Delubac, je suis frappé que dans les manifestes d'esprit, ils disent la nation n'est pas éternelle. Je vous assure, pour cette conférence à nouveau, j'ai relu toute la littérature contemporaine, arrive toujours le moment où quelqu'un dit ceci. Les patries ne sont pas éternelles, comme si on évoquait Valérie. Nous, civilisation, nous les savants, nous sommes mortels. Et donc, ce qui est frappant, c'est que Fessard dit, à la lumière de l'idée chrétienne de l'éternité, qui n'est pas la continuité empirique, mais comme dit Fessard, l'éternité est la vérité qui est tout en chaque instant. Donc les patries ne sont pas aussi éternelles, on l'espère, que l'Église et l'âme des personnes. Mais dit, par contre, si elles ont mission éternelle, je pense que vous retrouvez la question que vous venez de poser, et vous l'accepterez la mienne, c'est-à-dire de dire, si elles ont mission éternelle, non pas que la France a toujours existé, les historiens n'ont pas de mal à montrer comment elle a été constituée, mais si elles ont mission éternelle, c'est sûr que leur mortalité empirique est avérée. Il y avait les Gaules, puis la France. Ouais. Mais la mission éternelle, quand même, je dirais, sauve le type de discernement que propose Fessard, qui n'est pas celle de la nation comme éternelle, mais la nation comme, si je reprends, votre vocabulaire me va très bien, comme un moyen, si vous voulez, d'où mission éternelle.
Mais je suis d'accord sur la réforme de la... poursuivre la conversation pour d'autres questions. Non, on pourrait débattre, mais je ne sais pas si. Moi, j'avais envie de dire que même en passant par l'épisode de Babel, on peut considérer que l'histoire du salut nous montre de manière exemplaire d'ailleurs comment, à un moment donné, Dieu va prendre ce qui a été l'expression de la division, la nation, il va le ressaisir de l'intérieur, à travers la vocation d'Abraham, comme une voie pour faire advenir le salut. C'est-à-dire que, et c'est toute l'histoire du salut, elle revient au fait que Dieu, en quelque sorte, on pourrait dire, change son plan pour faire la même chose, et qui va passer par la nation, en l'occurrence le peuple élu, pour faire advenir le sauveur. Donc, et que l'élection d'Israël change quand même la donne, on ne peut pas s'arrêter à Babel. Oui, sauf que je vous rappelle qu'Israël, il y avait 12 tribus qui se battaient entre elles comme chats et chiens. Et que c'est de ce milieu-là que Dieu a tiré l'élection d'un peuple. Bon, donc, et je crois qu'on n'est pas très éloigné. Hein. Et moi, j'ai bien aimé ce que vous disiez d'ailleurs sur... Et au fond, c'est toujours le même problème, celui de notre imperfection et de la nécessaire liberté que Dieu nous a donnée pour essayer de nous en tirer, à savoir que, effectivement, on ne sait jamais si on détient la vérité. Elle peut nous posséder, mais nous, on ne sait jamais si on la possède. Et donc, il faut toujours être prudent. C'est un peu ce que vous disiez dans nos conclusions. Et le discernement qu'on trouve, nous, peut-être qu'un autre peut le trouver différemment. Parfois, nos chemins sont faux et parfois, ils sont justes, mais ils ne sont pas les mêmes pour monter en haut de la montagne. Il peut y en avoir plusieurs. Voilà. Mais... Oui. Oui, je m'interroge sur la transposition des catégories de Fessard qu'on peut faire aujourd'hui. Parce que la dialectique du païen et du juif, donc de Saint Paul, qui reprend dans Pax Nostra, et qu'il transpose à l'affrontement France-Allemagne dans l'entre-deux-guerres, si on tente de le transposer aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut donner ? J'ai été frappé par la fin de votre intervention où vous avez semblé dire, mais dites-moi si j'ai bien compris, qu'aujourd'hui, comme on n'est plus dans ces appartenances nationales fortes du début du XXe siècle, on est plutôt dans une situation où l'amour des patries semble avoir disparu. Ça me semblait que c'était un peu le ton final de votre intervention. Et du coup, les situations contemporaines, au regard du Fessard, comment on peut les appréhender ? C'est-à-dire, il y a moins peut-être à lutter contre les nationalismes absolutisés, divinisés des deux guerres mondiales précédentes, qu'une situation où on a d'un côté comme une sorte de disparition des nations au sens classique que Fessard a pu connaître, l'ère du vide appliqué à cette situation, ou alors des appartenances collectives mais qui sont soit religieuses, question de l'islam aujourd'hui, voilà, cette confrontation à un type d'appartenance qui n'était plus apparu comme tel, international et d'une autre nature que proprement politique au sens national, ou alors on a affaire à des affrontements de blocs de puissance. Si je prends par exemple le conflit aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, c'est un conflit de nations, mais il est tellement évident que derrière l'Ukraine, tout le bloc occidental se réunit contre la Russie vue comme un autre bloc, puisqu'il y a la Chine aussi derrière, etc., qu'on est tout de suite dans une mondialisation des enjeux, des appartenances, mais qui ne sont plus des appartenances au sens de l'amour des patries, qui sont une sorte de nouvelle idéologisation d'appartenance collective, je ne sais même pas comment la nommer. Oui, je comprends. Parce qu'on n'est pas face au fait national, on n'est pas face à un mondialisme qui ferait sauter toutes les communautés d'appartenance, on est dans un autre régime. Et ça me paraît des difficultés aujourd'hui. Les civilisations. Voilà, comment les appeler ? Les civilisations, enfin, Les civilisations. oui, mais tellement perverties par des volontés de puissance politique ou idéologique ou personnalisées par un dictateur, etc., que, voilà, est-ce que vraiment le mot civilisation est juste aussi ? C'est ma question. Ben, merci. Ça complexifie énormément la transposition qu'on peut faire des catégories de ça, alors même que pour moi elles sont absolument pertinentes. On a cherché à les appliquer lors d'un colloque à Rome il y a quelques années avec quelques collègues, on pourra en reparler. C'est très intéressant de chercher à les appliquer. La directive païenne du juif, aujourd'hui, on prend Israël et la Palestine,
voilà, l'absolutisation des camps, si je puis dire, elle est tellement évidente. Mais là, c'est un cas complexe parce qu'il y a appartenance religieuse et appartenance nationale. Et puis il y a toutes les solidarités internationales qui vont jouer derrière. Donc l'affrontement classique entre nations n'est plus opératoire. Voilà, c'est ça qui frappe. Mais d'abord, merci beaucoup, Manuel, de ce que vous dites, même sous l'effet qu'on peut, si je peux réinterpréter ce que vous me disiez aussi tout à l'heure, qu'on a quand même le sentiment irrésistible d'un côté, que dans ces livres se jouent des catégories très profondes, et qu'on est mis en somme en présence de, on peut dire, de grandes articulations de l'histoire spirituelle et politique. Alors, quand on est, pour vos réponses, je n'ai pas des réponses précises, mais les éléments de ma réponse iraient dans ce sens. Quand on écrit la postface avec le père Frédéric Louzeau, on se disait on ne peut pas non pas faire l'effort d'actualisation, parce que le père Fessard parlait d'actualité historique au sens fort, c'est-à-dire ces instants, c'est présent où se joue l'éternel. Et donc on ne peut pas faire un livre en sorte de postface universitaire tranquille, on reconstruit les origines. Alors, il est clair que c'est très éprouvant. À deux niveaux. D'un côté, parce qu'on ne sait pas comment se traduit exactement l'enjeu, on peut dire, des fonds politiques. Est-ce que les nations ont les cadres pertinents ou est-ce qu'il y en a d'autres civilisations? D'autre part, parce qu'évidemment, il y a à traduire l'enjeu, on peut dire, l'articulation maîtresse de l'analyse paulinienne de Fessard. Oui, mais comment ça s'est traduit païen, juif aujourd'hui? Donc, ceux qui connaissent un peu l'œuvre de Fessard, après la Shoah, il a essayé de montrer plusieurs fois la pertinence, malgré la catastrophe, de l'articulation païen-juif. Et je dirais, après la catastrophe, et au moment de ce tournant quand même mystérieux et crucial, qui est la naissance de l'État d'Israël, où les Juifs ne sont plus, comme il implique là, dispersés, mais ils ont un État. Donc, peut-être mon esquisse de la réponse me permettrait de souligner ces deux points. En tout cas, d'une part, au niveau, disons, du jugement politique, je ne suis pas sûr quand même que les civilisations soient des unités si pertinentes au niveau politique. Je ne suis pas sûr que... Vous savez que les civilisations jouent... la catégorie des civilisations est problématique depuis la naissance. Les Grecs, pourquoi ils n'ont pas compris, dirait déjà Thucydide, qui faisait partie de la même civilisation lumineuse, des sculptures, des tragédies. Pourquoi les polis, les cités se sont fait quand même la guerre? Donc, qu'il y ait une civilisation commune et des unités politiques opposées, c'est peut-être un des faits les plus stables du monde. Donc, est-ce que la catégorie des civilisations nous aide beaucoup à voir les enjeux de notre temps à tel point, je ne dis pas qu'elle n'éclaire quelque chose, mais à tel point qu'on puisse se passer des nations, je ne les crois pas. Pensez à quel point en France, on aime souligner les attentats, les pogroms de 7 octobre et l'associer au Bataclan, en tout cas aux attentats des dernières années. Mais il est clair, je peux vous le dire par mon existence comparative, si j'ose dire, que la France vit les attentats terroristes qui se prolongent depuis des années, comme la France. C'est-à-dire, il serait difficile de se passer de comprendre les rapports de la France à certains pays et l'articulation de la laïcité. Vous ne comprenez absolument rien. Parfois, j'explique à mes amis italiens comme vous savez, l'Italie a été plutôt épargnée par les attentats terroristes, par ailleurs, jusqu'ici, depuis 25 ans. Donc, il me semble qu'on ne peut pas se passer, au niveau politique, il y a bien sûr des alliances, des blocs, et des enjeux moraux communs, évidemment. Mais en même temps, je ne pense pas qu'on ait, au contraire, qu'on puisse se passer de la catégorie nation dans ces mises en ordre du monde humain. Et puis au niveau spirituel, la seule chose qui me vient à l'esprit, est-ce que même ces derniers mois des guerres ne confirment pas qu'au moins Fessard ne se trompait pas en plaçant au centre de l'analyse même de l'ordre international le mystère d'Israël. Il me semble que vous voyez l'articulation entre les événements d'Israël et même les divisions politiques des pays, qui est presque incomparable, et certainement comparable au cas de l'Ukraine. C'est comme si des enjeux très profonds de divisions politiques se réactivaient par le cas d'Israël. Donc, comment les traduire, je ne sais pas, mais ça me paraît plutôt confirmer que c'est une démarche à continuer. Donc, nous pourrons continuer la conversation en buvant un verre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.